livre-là qui relate tout simplement mon expérience. Alors, je ne donne aucune vérité, hein, sinon ça ferait de moi un gourou. Je partage tout simplement ce qui m'est arrivé, et puis certaines personnes s'en inspirent ou s'en moquent. En tout cas, c'est toujours très amusant. Et l'image ici, c'est le petit pousset, parce que j'aime beaucoup l'idée de semer des cailloux blancs sur le chemin, et puis les ramasse qui veut. La conférence, elle va durer à peu près 1 heure. Après, on pourra s'amuser à poser des questions et avoir quelque chose de plus interactif. C'est mon moment préféré en général parce que ça me met toujours dans un inconfort certain. Et j'aime bien ça. Dans la littérature ou dans le monde anglo-saxon, on appelle ça the rat race, c'est-à-dire la course de rats. Et c'est un petit peu ce dans quoi 80-90% de la population est engagée, c'est-à-dire on travaille pour quelqu'un d'autre, on gagne des sous pour finalement acheter des choses dont on n'a finalement pas beaucoup besoin, pour finalement cotiser pour une retraite qu'on n'est pas sûr de toucher. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de sortir de ce système-là pour essayer de faire tout simplement ce qui m'habite et ce qui me plaît. Tout à l'heure, je parlais de la méditation et de ces divers chemins qui peuvent nous mener à découvrir ce qui se cache derrière ce que nous sommes en train de vivre là pour le moment. On est en train de vivre une réalité, on va aussi ensemble essayer d'explorer ce que c'est que la réalité. Et il existe autre chose, et ça fait les traditions, les religions, le chamanisme, ça fait 5000 ans, presque 10 000 ans, qu'on nous dit qu'il existe autre chose que ça, qu'il y a quelque chose avant, qu'il y a quelque chose après. Et on va essayer d'explorer et de voir qu'est-ce que c'est finalement, est-ce que c'est des conneries, ou est-ce qu'il est possible de vivre ces choses-là. Alors beaucoup de gens qui me consultent me disent j'essaye de méditer mais j'y arrive pas, ouais, ça marche pas. La méditation, c'est tout simplement essayer d'être conscient de ce qui se passe là maintenant. C'est essayer de voir ce qui se passe quand rien ne se passe. C'est essayer de voir ce qui surgit quand on se tait, quand on prend conscience de sa respiration. Mais à partir du moment, et ça c'est un petit peu ce que nous explique le développement personnel, à partir du moment où on dit je vais méditer parce que je veux, que sais-je, avoir un meilleur métier, avoir une meilleure vie de famille, ou éliminer mon stress, on est dans une pratique qu'on pourrait appeler mercantile quasiment de la méditation, et qui sort en fait de ce que la méditation tente de nous apporter, qui est en fait juste le moment présent, être conscient de ce qui se passe là. Et pour les gens qui ont déjà essayé, ou pour les gens qui ont envie d'essayer, tout simplement rester assis 30 minutes, sans rien faire, sans vidéo YouTube qui nous guiderait à travers une méditation. Eh bien, il y a des choses qui montent. Alors, on peut se mettre à pleurer, on peut se mettre à exploser de rire, on peut se mettre à voir des images, et il existe donc quelque chose qui survient, mais que finalement, au quotidien, dans nos activités, on est constamment en train de fuir. Que ce soit à travers nos jeux vidéo sur le portable, que ce soit à travers les vidéos, à travers Facebook, à travers des relations sociales plus ou moins utiles. Et donc, voilà une tentative de décrire ce qu'est la méditation, c'est qu'est-ce qui se passe quand rien ne se passe. Une autre définition, pour ceux à qui ça peut parler, la méditation, c'est le mariage entre énergie et conscience. C'est-à-dire qu'on est constamment traversé par des choses au cours de la journée, on en est victime, ça devient parfois des addictions, parfois des comportements colériques, émotionnels, fuyants, à chacun son petit truc. Hein. Et l'idée, c'est d'en devenir conscient et de poser la conscience sur ces mécanismes qui se jouent à notre insu. Et voilà à quoi pourrait servir, ou plutôt mener, pour être plus exact, la méditation. Et donc ce chemin, donc depuis ces 7 ans où j'ai arrêté de travailler au sens commun du terme et tourner mon attention vers l'intérieur, m'a fait découvrir la notion de traumatisme, et m'a fait découvrir ce qui m'est arrivé dans ma vie, pour en arriver finalement à une obsession du travail pendant 15 ans, à travailler à la solde du capitalisme, des banquiers, de gens des entreprises qui sont comme des machines à laver, c'est-à-dire qu'ils font rentrer des humains et puis ils en font sortir des humains dépressifs. Alors l'idée, c'est de définir ce qu'est le traumatisme. Alors tous dans notre enfance, on a vécu des choses, parfois terribles, et parfois moins terribles.
Et beaucoup de gens qui me consultent me disent « mais vous savez, moi j'ai pas de traumatisme en fait, moi il m'est rien arrivé quand j'étais enfant ». Alors oui, papa était sévère, maman était sévère, mais j'ai jamais été violé, j'ai jamais été brûlé à la cigarette, j'ai jamais pris de coups. Alors en fait, c'est une notion commune du traumatisme que de dire que le traumatisme qu'on vit en tant qu'enfant, et qui va, entre guillemets, gâcher notre vie, ou détruire notre vie, ou orienter notre vie, mais il faut que ce soit quelque chose de violent. Eh bien non, le traumatisme, ça peut être tout simplement d'avoir grandi d'une manière relativement saine et sécure, mais avec des parents qui nous rabaissent, ou qui nous humilient, ou bien qui nous négligent. Et tout ça, même quand c'est pas violent, même quand c'est pas manifeste, même quand c'est pas grave, va orienter notre vie d'une telle manière qu'on va se diriger vers un comportement d'adulte qui peut être un comportement d'évitement, on n'arrive pas à avoir des relations saines, ou un comportement de dépendance affective, ou des addictions, ou bien des comportements violents. On verra, alors oui, je vais marquer un petit peu, alors les différentes définitions de la psychologie ou de la psychiatrie sur la notion de traumatisme, les symptômes du traumatisme pourraient être les cauchemars, l'anxiété, l'agitation, l'irritabilité, l'hypercontrôle, l'hypervigilance, les problèmes d'attachement, les difficultés à établir des liens de confiance, se sentir en sécurité avec les autres, l'agressivité, la colère, le trouble d'opposition, l'automutilation, les troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie, la fugue, les addictions, la dépression, l'anxiété, l'hyperémotivité, l'absence de confiance en soi, la culpabilité, les sentiments d'indignité, d'illégitimité. Alors, je suis quasiment persuadé que tout le monde s'est retrouvé là-dedans, au moins dans une des choses, et pour les chanceux qui ne se sont pas trouvés là-dedans et qui bien sûr n'ont rien vécu de douloureux dans leur enfance, connaissent au moins quelqu'un qui rentre dans une de ces catégories. Et donc j'ai découvert que j'ai eu une enfance de privation de liberté, et pour moi c'était tout à fait normal en fait de ne pas avoir de chambre pendant 18 ans. Eh bien tout simplement, qu'est-ce que ça a créé dans ma vie? Ça a créé une obsession pour le sentiment de liberté, et de croire que ma liberté, durant ma vie d'adulte, allait se trouver à travers l'argent, à travers le pouvoir, et donc une addiction pour une carrière de banquier, qui me permettra de gagner beaucoup d'argent et donc de me sentir libre. Et donc vous voyez que le traumatisme, souvent on se dit, le traumatisme, c'est par exemple pour un enfant battu, eh bien il va battre ses enfants. Mais souvent le traumatisme, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'un enfant battu va être incapable d'exercer une autorité sur ses enfants. Parce qu'il va surtout ne pas vouloir être comme maman ou ne pas vouloir être comme papa. Eh bien moi, par exemple, enfant enfermé, je voulais surtout être libre. Et cette addiction à la liberté qui m'empêchait d'avoir un engagement, par exemple dans mes relations affectives ou dans des choses de la vie de tous les jours, finalement, c'est le symptôme d'un traumatisme, c'est-à-dire je veux tellement pas être enfermé que je suis conditionné et obligé et soumis à une obsession de la liberté, et cela est aussi l'expression d'un traumatisme puisque je ne pouvais pas faire autrement. Donc la notion de traumatisme, c'est pas reproduire ce que nos parents nous ont fait, mais c'est parfois être enfermé dans l'inverse de ce que nos parents nous ont fait subir. Une écrivaine a tenté de populariser ces notions-là. Alors sans doute beaucoup d'entre vous connaissent Lise Bourbeau, Les 5 blessures de l'âme. Et donc elle explique d'une manière assez accessible pour tout le monde 5 exemples de traumatismes qui dirigent notre vie, qu'elle appelle des blessures de l'âme. Et donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, et j'oublie le 5e. Et l'injustice, voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Et donc elle nous explique comment ces blessures-là, ou ces traumatismes vécus dans notre enfance, peuvent nous confiner à développer des compensations qui finissent par diriger notre vie. Une autre psychologue très connue, qui s'appelle Alice Miller, nous explique à travers un livre que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Le drame de l'enfant doué, nous explique que l'enfant est soumis au fait de satisfaire ses parents. Il y a 3 nourritures plus ou moins essentielles quand on est enfant: manger, boire et l'amour.
que les nouveau-nés, les enfants, les bébés qui sont privés d'amour, de contact, finissent par se laisser mourir quand bien même ils mangent et ils boivent à leur faim. Et donc, pour obtenir ce sentiment d'amour, l'enfant que nous sommes va finalement tout faire pour être aimé de ses parents. Et quand maman nous dit « je ne suis pas contente si tu ne fais pas ça », eh bien ça donne ce qu'on appelle un comportement transactionnel, c'est-à-dire je vais faire ceci pour obtenir l'amour de maman, pour ne pas être abandonné. Et ce que nous explique Alice Miller dans le drame de l'enfant doué, c'est que ça donne des enfants qui surinvestissent la sphère intellectuelle. Donc l'enfant va devenir en quelque sorte une tour de contrôle pour repérer les comportements des parents avant qu'ils ne surviennent et faire en sorte d'être en constante et permanente suradaptation. Et donc ça fait de nous, ou de certains d'entre nous, personnellement je crois qu'il s'agit d'une majorité d'entre nous, des gens en suradaptation constante et en surintellectualisation constante. Et on fait tout pour s'adapter aux autres, et en fait on pense que le monde s'appréhende et se sécurise à travers l'intellect, à travers des concepts, à travers des grands principes qui sont un petit peu la même chose que je vous transmets aujourd'hui. Donc je suis aussi soumis à cela, mais on a tendance à oublier que l'essentiel se passe dans le corps, dans la reconnaissance de nos émotions et dans notre capacité à traverser ces émotions. Et donc ça, c'est une notion où on se dit souvent « mais je ne comprends pas pourquoi il m'arrive toujours la même chose. Je ne comprends pas, je rencontre toujours les mêmes types de personnes. Dans mes relations amoureuses, c'est toujours la même chose. » Eh bien, on pourrait... alors déjà, j'ai envie de savoir à qui ça arrive, ça, ce phénomène d'avoir toujours les mêmes événements, les mêmes rencontres, les mêmes problèmes, une forme de répétition. Ok. Ah ouais, ok, d'accord, à peu près un tiers de la salle. Et donc en fait, qu'est-ce qui se passe et comment on pourrait expliquer ce phénomène du « il m'arrive toujours la même chose, je ne comprends pas ». Il existe chez l'humain, donc on le sait, il y a le conscient et l'inconscient, et les études nous montrent, les études déjà maintenant qui ont 50 ans, qu'on est dirigé à 90% par notre inconscient. Et en fait, il y aurait chez nous et nos congénères une impulsion fondamentale de réparer et de guérir ce qu'on nous a fait en tant qu'enfant. Et nous ne pouvons réparer ce qu'on nous a fait en tant qu'enfant qu'à l'endroit de la blessure. Donc je continue à revivre les mêmes choses, à revivre les mêmes événements et à rencontrer les mêmes personnes, parce qu'en fait, je suis inconsciemment agi par la nécessité de compenser ou de réparer à l'endroit de ces événements et à l'endroit de ces personnes. Voilà une tentative d'interprétation qui en parle à certains au vu des sourires que je vois dans la salle. Certains connaissent la notion de trauma transgénérationnel. Alors, on aime bien dire « c'est pas ma faute, c'est ma génération que c'est pas ma faute, puisque c'est ma vie antérieure ». Alors ça, j'adore. J'ai vécu dans une vie antérieure quelque chose, et donc c'est un super stratagème. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, je suis en train de dire que c'est un stratagème extraordinaire pour se déposséder de la responsabilité d'agir maintenant. Il y a des études assez intéressantes qui viennent donner des indices sur la réalité des vies antérieures, mais en tout cas c'est comment on appelle ça, une pirouette intéressante pour essayer de se déresponsabiliser et de se déculpabiliser. Et donc il y a la notion aussi de trauma transgénérationnel. C'est pas moi, c'est ma grand-mère. Pourquoi j'ai une culpabilité ? Parce que mon grand-père a, que sais-je, été dans l'armée allemande, où on entend des choses comme ça, donc c'est pas ma faute. Si j'ai une telle culpabilité, c'est parce que je porte celle de mon grand-père. Eh bien, il y a une autre manière de comprendre le trauma transgénérationnel, à travers un schéma tout simple auquel tout le monde pourra se connecter. Donc on voit comment le comportement transgénérationnel, c'est-à-dire ce que nos parents nous ont fait, peut rejaillir à travers plusieurs générations sur nos enfants et nos petits-enfants. Et donc l'idée, c'est de prendre conscience de ça. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Je ne suis pas ce qu'on m'a fait, je suis ce que je décide de faire de ce qu'on m'a fait. » Donc on garde tous la possibilité d'inverser, de corriger ces drames d'enfance
qui ne sont pas seulement les nôtres, mais ceux qu'ont vécu par exemple nos grands-parents et qui les répercutent sur nos parents. Et que si on ne prend pas conscience de ce conditionnement-là, on peut le répercuter sur nos enfants de manière inconsciente, qui vont le répercuter sur leurs enfants. Donc comment on change le monde? Pour ceux qui cette question est importante, on commence par se changer soi-même en prenant conscience de ces conditionnements et de ces traumatismes. Ce qui nous amène à une question quand même, faut-il travailler sur soi? Alors ça c'est super, hein, c'est à la mode, il faut que je travaille sur moi. Forcément il faut que je travaille sur moi parce que je ne suis pas assez bien, parce que j'ai plein de comportements, etc. Moi j'aime beaucoup prendre pas un contre-pied, mais reformuler cette injonction du développement personnel. Eh bien, je préfère la notion d'exploration. Travailler déjà, c'est du latin tripalium, torture, donc déjà c'est pas fun. En plus, travailler sur moi, voilà, je travaille déjà 40 heures par semaine, ça va quoi. Et donc j'invite les gens à ne pas travailler sur eux-mêmes, mais à explorer ce qui se joue à leur insu, à explorer comment ils se sentent, pourquoi ils se sentent ainsi, est-ce que ça vient d'eux, est-ce que ça vient de leur éducation. Et donc, on parle encore d'environnement, ça ne vient pas que de nous, mais l'environnement, ça peut être l'environnement familial, ça peut être l'environnement professionnel, ça peut être la culture dans laquelle on vit, ça peut être le climat social dans lequel on vit. Et donc j'aime beaucoup cette phrase qui parlera à certains. Avant de vous diagnostiquer une dépression, assurez-vous d'abord que vous n'êtes pas entouré que de cons. La dépression, c'est quelque chose qui est nomenclaturé par la médecine et la psychiatrie. Il y a une manière beaucoup plus directe et beaucoup plus ouverte de considérer la dépression. C'est souvent un besoin non rempli. Et donc je vous invite tous à vous questionner éventuellement, à prendre un moment et à s'interroger sur est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, est-ce qu'il y a un besoin non rempli? On est tous à certains moments malheureux, et puis des fois ça dure un mois, des fois ça dure un an, et après ça s'appelle la dépression. Et puis on nous donne des antidépresseurs, et puis en fait ça nous fait juste garder la tête hors de l'eau. Il y a d'autres manières de s'en sortir que l'addiction aux antidépresseurs et que la médecine, même si ça fonctionne et que ça sauve des vies. Eh bien, il y a une piste, un premier pas, qui consiste à dire quel est mon besoin non rempli. Voilà. Et puis quand je parle d'environnement, j'aime aussi beaucoup cette métaphore. Et donc ça vient d'une phrase, je crois qu'elle est attribuée à Einstein, est-elle vraiment d'Einstein? C'est « on ne juge pas un poisson à sa capacité à grimper aux arbres ». Et donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça dit que finalement ça dépend plus de l'environnement dans lequel nous sommes, le sentiment d'estime de soi et les problèmes qu'on a dans notre vie, et notre dépression, notre malheur, notre tristesse, etc. dépendent tout autant de l'environnement dans lequel nous restons, peut-être par dépendance affective, peut-être par déterminisme, peut-être par goût de revanche, que sais-je, plutôt que de nous. Et donc l'idée, c'est d'aller explorer, de s'interroger sur ce qui vient conditionner les choses qu'on voudrait éventuellement changer dans notre vie. Et donc dans cette dictature, c'est pas une dictature, mais dans cette injonction du développement personnel, du « je dois travailler sur moi », que j'aime bien renommer en tant que possibilité d'exploration du soi, possibilité d'exploration de la conscience, eh bien, il y a aussi cette notion d'ego. Et donc, dans le milieu du développement personnel, eh bien, je dois supprimer mon ego. Ah là là, c'est mon ego. Oh, lui, il a trop d'ego. Et donc, ce qui nous amène à la question suivante, faut-il supprimer l'ego? Alors, l'ego, souvent, dans les milieux du développement personnel, on le confond avec la notion d'orgueil. On dit il a trop d'ego. En fait, il a trop d'orgueil. L'orgueil, la définition de l'orgueil, c'est se croire mieux que son voisin ou mieux que son collègue. Et l'ego, finalement, c'est quelque chose de très différent. L'ego, c'est une interface qui nous permet de nous considérer comme des individus. Si maintenant je supprime mon ego, eh bien je n'ai plus le sens du moi. Je n'ai plus conscience des limites de mon corps. Je n'ai plus conscience du fait que je suis différent de vous. Et donc certaines injonctions du développement personnel nous disent il faut supprimer l'ego. D'ailleurs dans le bouddhisme aussi on en entend parler, mais ça a été établi il y a 2000 ans quand la notion d'ego était complètement différente et qu'on n'avait pas les mêmes soucis qu'aujourd'hui, les mêmes enjeux qu'aujourd'hui, les mêmes contraintes qu'aujourd'hui, la même culture et les mêmes cadres référentiels qu'aujourd'hui. Eh bien, faut-il supprimer l'ego? Déjà, je pense qu'il faut réaliser que l'ego est quelque chose d'absolument fondamental. L'ego, c'est ce qui me permet de dire stop. Quand
on abuse de moi. Et donc supprimer l'ego peut donner lieu à une dérive qui est je ne me considère plus, je ne donne plus mes limites. Et puis on connaît tous ces gens qui sont enfermés dans une relation amoureuse ou dans une relation professionnelle et se font constamment abuser. Visiblement, il leur manque de l'ego. Donc faut-il supprimer l'ego? Non, surtout pas. Par contre, je vous propose une métaphore qui nous permettrait de mieux granulariser, de mieux comprendre ce qu'est l'ego. J'aime bien le comparer à la carapace de la tortue. Eh bien, comme la carapace de la tortue, elle protège la tortue, elle a une vraie fonction de protection. Si la carapace est trop grande, eh bien, la tortue ne peut plus se déplacer et elle meurt. Et si la carapace est trop petite, eh bien, elle se fait bouffer. Et il ne viendrait jamais à l'idée d'aucune tortue de se débarrasser de sa carapace parce que ça la mettrait grandement en danger. Mais par contre, avoir une carapace d'une juste taille semblerait assez intéressant. L'ego, c'est la nature qui se défend, c'est notre structure de défense, notre structure de délimitation du soi et de nos intérêts personnels. Ce qui nous amène éventuellement aussi, ce chemin peut nous amener à une quête de sens. Mais à quoi ça sert la vie? Qu'est-ce qu'on fout là en fait, hein? Ça fait 50 000 ans qu'on essaye de trouver un sens et qu'il existe des pratiques qui consistent à transcender le réel, c'est-à-dire à voir ce qu'il y a derrière ce qu'on vit tous les jours. Eh bien, il y a à peine une centaine d'années, on a nommé ces pratiques qui existent depuis 50 000 ans mais qui n'avaient pas de nom, on a nommé ça chamanisme. Et donc la définition, même s'il y en a tout plein, la définition du chamanisme, c'est procéder à une médiation entre divers mondes. Il y a ce monde-là, mais selon des gens qui expérimentent ce qu'on appelle des techniques d'accès à des états élargis de conscience, expérimentent la réalité d'autres mondes, et souvent d'autres mondes qui sont rapportés comme beaucoup plus réels que celui-ci. Alors les techniques sont très nombreuses, hein. Ça peut être le tambour, ça peut être le jeûne, ça peut être ce qu'on appelle la respiration holotropique, des techniques de respiration qui se basent sur ce que le yoga nous enseigne depuis 1500 ans. Ça peut être des privations sensorielles, ça peut être la danse, hein, par exemple les danses soufis, les derviches tourneurs, tout ça, ça permet d'accéder à des états élargis de conscience et qui nous permettent de faire des expériences assez étranges, mais pourtant, ce qui est intéressant, c'est que quand bien même nous sommes sceptiques quant à la réalité de ces autres mondes, quand on a une approche phénoménologique des gens qui vivent ces états élargis de conscience et qui reçoivent de l'information et qui vivent des choses et qui voient des choses qui ne sont pas de ce monde-là, eh bien, quand on a une approche phénoménologique, eh bien, on voit qu'il y a une forme de transculturalité et d'universalité de ce qu'on y rencontre. Comment se fait-il qu'à travers le monde, des gens qui ne se connaissent pas, qui sont de cultures différentes, qui sont d'éducations différentes, d'âges différents, d'époques différentes, rencontrent les mêmes choses à travers, par exemple, une expérience de mort imminente. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus encadré, défini par la science. Eh bien, les gens qui vivent une expérience de mort imminente suite à une grave maladie, suite à une opération, suite à un accident brutal, une rupture, eh bien, décrivent des phénomènes qui sont partout pareils à travers le monde. Donc, cela, même pour les plus sceptiques, nous permettrait d'envisager qu'il existe quelque chose de commun, de transversal, qu'on appelle l'au-delà, mais qui pour moi semble très réducteur. Dans mon expérience personnelle, il s'agit plutôt de dimensions diverses et qui sont absolument infinies en nombre et en qualité. Et donc, dans les temps anciens, on avait des pratiques qui visaient à reproduire ces états modifiés de conscience, à travers le tambour, le chant, le jeûne, mais aussi l'ingestion de plantes sacrées, qu'on appelle ou des psychédéliques ou des antéogènes. Et à travers les âges, quand les groupes sociaux se sont rassemblés et que les fonctions sociales du groupe ont commencé à être beaucoup plus déterminées, eh bien tout le monde ne pouvait pas accéder à des états de conscience toute la journée, même si c'est très drôle parfois. Il fallait remplir des rôles sociaux, et donc toi, tu vas t'occuper de l'agriculture,
Donc tu peux plus faire du tambour toute la journée, tu peux plus te défoncer la gueule toute la journée. Et nous avons déjà les prémices d'une tentative d'intermédiation entre l'homme et l'expérience transcendante, l'expérience de Dieu. Et ça y est, le mot est posé, quoi. J'aime pas ce mot, mais en tout cas, il est vachement pratique parce qu'il permet d'anthropomorphiser quelque chose qui nous aurait créé. Et donc, dans ces groupes sociaux structurés de manière un petit peu plus, un peu mieux structurée, dans les groupes sociaux qui sont un petit peu plus grands en nombre, eh bien, tu ne peux plus accéder toute la journée à des états modifiés de conscience, c'est moi qui vais le faire, parce que toi, tu as un rôle pour la société. Et donc, du coup, comme c'est moi qui vais le faire, je vais te raconter ce qui s'y passe. Et puis, ça va être ma narration, et puis on va commencer à établir une narration, et on va distancier l'homme de l'expérience directe. Donc, il n'est plus souhaitable d'accéder à un état modifié de conscience soi-même, puisqu'on a une fonction sociale à remplir, et donc on confère ce pouvoir au chaman. Et c'est là, sur des groupes sociaux encore plus grands, qu'on commence à établir une narration qui devient religion. Ah, ben lui, ce chaman-là, il a marché sur l'eau. Et puis il a changé l'eau en vin. C'est vachement intéressant. Et puis on va en faire un texte, puis on va faire un best-of, on va faire un livre, et puis qui va nous raconter la vérité. Je pense que personne n'a jamais atteint l'éveil à travers un livre. Et puis ce que nous enseignait ce garçon-là, c'est qu'en fait, il disait à un moment dans ce best-of, dans ce livre, déjà c'est juste aimez-vous les uns les autres, et d'autre part, c'est ce que je fais, vous pouvez le faire aussi. Sauf que la religion a des fonctions autres que de permettre à l'homme d'atteindre l'éveil, parce que s'il atteint l'éveil, ben, il est plus productif, il ne va plus bosser, donc il ne sert plus à rien, et puis ça peut mener à des troubles d'ordre public. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé au garçon, il a mal fini. Et donc, il faut obéir au livre, et puis les règles sont très strictes. Donc c'est vachement pratique, un livre comme ça. D'ailleurs, il y en a plein d'autres. Et puis chacun, bien sûr, est meilleur que celui du voisin. Voilà la différence entre religion et spiritualité. La spiritualité, c'est ce qu'on peut pratiquer chacun au quotidien à travers ses propres expériences. La religion, c'est croire en la narration de quelqu'un d'autre. On parlait de sens, et puis voilà une illustration. On est dans un bus avec deux personnes, et il y en a un qui est très triste parce qu'il dit « la vie n'a aucun sens ». Et de l'autre côté, on en a un qui est très joyeux, il dit « mais la vie n'a strictement aucun sens ». C'est fabuleux. Donc ça nous libère quand même, et c'est intéressant de voir que ce n'est pas ce qu'on nous raconte finalement, ce qui nous arrive, qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et je peux refaire la boucle avec « je ne suis pas ce qu'on a fait de moi, je ne suis pas ce qui m'arrive, je suis ce que je décide d'en faire ». Tout le monde connaît, je pense, la pyramide de Maslow, qui nous explique une hiérarchie des besoins. Donc tout en bas de la pyramide, on a les besoins physiologiques, manger, boire, ensuite les besoins de sécurité, les besoins d'amour, d'appartenance, d'estime de soi, et enfin les besoins de réalisation personnelle. C'est quelque chose qui est communément admis depuis une cinquantaine d'années, que la hiérarchie des besoins de chacun s'articule de cette manière-là. Et puis, suite à certaines expériences transcendante ou spirituelle ou mystique, Abraham Maslow a rajouté un dernier étage à sa pyramide qui est le besoin de transcendance. C'est-à-dire quand on a tout fait, quand on a bossé 60 heures par semaine et quand on a gagné de l'argent et qu'on n'en peut plus parce qu'on est très malheureux, eh bien il peut arriver qu'on arrive à un moment de notre vie, pour certaines personnes c'est à 20 ans, pour d'autres à 40 ans, pour d'autres c'est à la fin de leur vie, et le besoin de découvrir ce qu'il y a après, ce qu'il y a au-delà. Et donc, il existe un courant dans la psychologie qu'on appelle la psychologie transpersonnelle. Il y a 4 grands courants, 4 grands mouvements dans la psychologie. La première, c'est Freud. C'est quand même le courant dominant. Aujourd'hui, surtout en France et en Argentine, c'est une exception mondiale. La psychologie, elle est très freudienne. Et donc, ce qu'on appelle la psychanalyse. Le deuxième, c'est tout ce qui est les TCC, techniques cognitives et comportementales. Donc, on est sur des choses vraiment très très concrètes. Le troisième mouvement, c'est la psychologie humaniste, où on va prendre en compte des choses un petit peu plus transcendantes et aussi prendre en compte ce qui se passe dans le corps. Et puis le quatrième, c'est la psychologie transpersonnelle, qui a maintenant 50 ans, qui a été créée par Abraham Maslow, Stanislas Grof et Charles Darwin, et qui va inclure dans la démarche de psychologie la dimension spirituelle, et donc par exemple des pratiques qui sont chamaniques, qui va respecter la religion de chacun et qui va inclure dans
le champ psychologique toutes les considérations spirituelles de l'individu. On avance un petit peu. On va essayer de définir la spiritualité, mais on pourrait essayer de définir ce qu'elle n'est pas, la spiritualité. Et quand quelqu'un dit « j'ai des expériences spirituelles », ça n'est bien sûr absolument pas vrai et fondamentalement vrai à la fois. Et en fait, chacun pense avoir raison sur ce qu'il voit, alors qu'en fait, c'est juste une question de point de vue. La vérité est l'ensemble de tous ces points de vue. Donc, je n'ai pas raison, vous n'avez pas raison. Par contre, ensemble, quand on partage bien et quand on communique bien, on peut arriver à quelque chose qui ressemble à une forme de vérité universelle. Il y a une autre métaphore qui dit « la vérité est au centre du diamant » et nous regardons tous vers le centre de ce diamant à travers une facette qui a sa propre coloration et sa propre déformation. Mais en fait, on ne voit jamais la vérité telle qu'elle est. C'est la différence entre la science et le scientisme. La science, c'est ce qui sauve des vies tous les jours. C'est une démarche d'humilité et de doute qui consiste à établir des faits et à donner une explication de la réalité. Le scientisme, c'est de croire qu'on va tout expliquer par la science et que la science nous explique ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et que c'est la seule explication possible pour tout ce qu'on vit. Et donc, cette science matérialiste aujourd'hui nous explique en fait que les expériences spirituelles sont finalement des hallucinations, des déformations du cerveau, et que la conscience elle-même, le fait d'être vivant, d'être conscient de ce qui se passe, est en fait le fruit d'interactions moléculaires au sein de notre cerveau. Et il existe une manière de voir les choses qui s'appelle le post-matérialisme et qui consiste à reconnaître davantage que ce qu'on nous explique depuis des milliers d'années est un peu plus vrai que la science. Et c'est une autre manière de voir que cette tentative de tout expliquer par des interactions mécaniques. Eh bien, le post-matérialisme nous explique qu'en fait, la conscience n'est pas à l'intérieur du cerveau, mais le cerveau est davantage un filtre, un poste de radio qui capte quelque chose d'universel. Et donc, il y a beaucoup d'études qui vont dans ce sens et qui comparent le cerveau non pas à une machine qui va émettre la conscience, mais plutôt à une machine qui va recevoir un champ d'information et qui va le restreindre à l'extrême pour nous permettre d'interagir avec nos congénères. Une petite explication, je vais essayer de la simplifier le plus possible. L'échelle grise que vous avez, c'est le spectre électromagnétique, c'est-à-dire c'est tout ce qui existe et tout ce qu'on est capable de mesurer. Et la toute petite bande au milieu, c'est ce qu'on perçoit. Un exemple très palpable, on remonte 200 ans en arrière, les ondes radio, ça n'existe pas. Et on se rend compte que les ondes radio existent à partir du moment où on a l'appareil pour les mesurer. Les microbes, vous vous rendiez compte? Si on disait qu'il y a des petites bêtes, 50 milliards de petites bêtes qui vivent dans votre corps, vous finissiez sur le bûcher il y a 600 ans. Et bien maintenant, on le sait. Et donc, imaginez ce qu'on va savoir dans 200 ans. Et donc, moi, c'est ma petite phrase fétiche. Nous sommes tous au Moyen-Âge scientifique de demain. Et donc, cette tentative de tout expliquer par la science et de dire ce n'est pas prouvé scientifiquement, donc c'est pas vrai, eh bien, c'est une posture qui relève plus du Moyen-Âge que de la vraie démarche scientifique qui consiste à avoir une démarche d'humilité et de doute. Qu'est-ce que la conscience? La science n'arrive pas à le déterminer. On ne sait pas expliquer, on ne sait pas mesurer ni expliquer ce qu'est la conscience, c'est-à-dire le fait d'être là et d'être vivant et d'être présent. Donc je vais essayer de vous donner une métaphore. On a un petit dessin où on a une bouteille, ça s'appelle religion, et puis il y a d'autres gens qui nous expliquent la spiritualité, c'est bien, mais en fait c'est une autre bouteille. Et la conscience, en fait, c'est l'acte de percevoir tout ça. C'est le simple fait d'être conscient de ce qui se passe. Une métaphore que je vous propose, si on devait comprendre ce qu'est la conscience, imaginez un ordinateur. Donc, il est solide, c'est du matériel, et bien cet ordinateur, c'est notre corps. Et puis on l'allume, il se passe quelque chose, et puis hop, il y a Windows, avec une petite musique, et on ouvre un fichier Word à notre naissance.
Et on commence à écrire. Moi, je m'appelle Stéphane, visiblement, je suis un homme. Et puis, maman m'a dit que je suis méchant. Oh là là, et puis j'ai 3 ans, et puis il m'est arrivé ça. Et donc le fichier Word se remplit. Et donc ça, c'est ce que Jung, par exemple, a appelé la persona. Et donc aujourd'hui, on est tous, en fait, notre identité et ce que nous pensons être, c'est le résultat de cette narration personnelle. Eh bien, accéder à un état élargi de conscience, c'est fermer le fichier Word et accéder à ce qui se passe dans l'ordinateur au-delà de notre propre narration personnelle. Et la conscience, c'est quoi? Eh bien, on pourrait dire que c'est l'électricité qui allume l'ordinateur. Par exemple, c'est une tentative. On en est encore très loin, mais c'est une tentative de définition. Et aujourd'hui, on est là, on est tous des fichiers Word avec notre narration personnelle, notre histoire personnelle, et il existe une possibilité de fermer ça et d'accéder à quelque chose de plus profond, de plus grand. Eh bien, il existe aussi, depuis des milliers d'années, la notion d'éveil spirituel. On nous raconte qu'il est possible d'accéder à une prise de conscience de ce qui se situe au-delà de la réalité dont on est en train de faire l'expérience là. Et donc, je vous avais un petit peu détaillé les différentes techniques. Le tambour, le chant, la danse, les psychédéliques, les entéogènes, les plantes sacrées, etc. Et donc, déjà au XIVe siècle, Camille Flammarion nous fait un très joli dessin pour expérimenter sa vision de l'alchimie, qui consiste à passer la tête au-delà du voile et de voir qu'il existe bien d'autres choses que cette réalité-là. Et depuis des milliers, des centaines d'années, le bouddhisme et l'hindouisme nous expliquent que notre réalité est une illusion, ça s'appelle Maya. Et en fait, nous sommes visiblement, selon ces textes, et c'est très intéressant parce que quand on prend toutes les religions, toutes les traditions spirituelles, elles nous expliquent plus ou moins toutes la même chose, c'est qu'on est en train de rêver notre vie. On est là pendant un court passage et on pense que tout ça est réel, alors qu'il existe beaucoup de choses avant cette incarnation et beaucoup de choses après. Et puis bien sûr, quand on parle d'éveil spirituel sur les réseaux sociaux, on voit souvent ça. Une comparaison entre comment les gens s'imaginent l'éveil spirituel et comment on le vit vraiment. Et bien quand on vit, et c'est pas quelque chose de toujours joyeux et on n'en fait pas toujours une prétention, ça devient souvent un handicap en société pour les gens qui ont accédé à cette autre réalité qui devient plus réelle que celle-ci. Alors parfois, la psychiatrie vient appeler ça psychose, schizophrénie, mais dans les traditions anciennes, c'est eux qui devenaient les chamans. Ils étaient dysfonctionnels pour la société. Regardez-moi, je ne suis plus capable de travailler dans une banque. Eh bien, j'ai développé d'autres choses et j'essaye de mettre ces autres choses, ces autres perceptions qui ne sont pas plus vraies que celles que j'avais avant, j'essaye de les mettre au service des autres. Et donc, cette notion d'éveil spirituel que parfois le développement personnel nous vend, eh bien, c'est pas toujours joyeux. Un autre gars, il y a 2000 ans, a essayé de nous le décrire à travers la caverne de Platon. Je ne vais pas beaucoup m'attarder là-dessus parce que c'est quand même quelque chose de très très connu. On vit tous dans la caverne en pensant que les ombres, on le voit en bas de l'écran, que les ombres projetées sur le mur de la caverne sont la réalité. Eh bien, le progrès sur un chemin intérieur, j'hésite presque à appeler spirituel, et on se rend compte que ces ombres ne sont qu'une projection, ne sont qu'une narration. Et il arrive un moment dans la vie, à force de méditation, d'introspection, de recherche, de respiration, pour certaines personnes à travers les plantes sacrées, à travers le chamanisme, eh bien, on se rend compte qu'on peut sortir de la caverne et qu'il existe autre chose que ce qu'on nous raconte. Une image que j'aime beaucoup pour décrire ce à quoi peut ressembler un éveil spirituel, on a à gauche avant l'éveil spirituel et à droite après l'éveil spirituel. On se rend compte que beaucoup de choses qui nous arrivent dans notre vie sont de notre fait et de notre propre narration, et qu'il existe, en faisant un pas de côté, toujours un moyen de le voir différemment et d'entreprendre différemment ce qui nous arrive. J'arrive lentement vers la fin. Et oui, l'expérience de la vie. Une autre narration que je vous propose, c'est que l'expérience de la vie est une expérience de séparation. Si on s'imagine que Dieu existe, ou qu'une conscience universelle existe, j'aime pas du tout le mot Dieu, mais je suis bien obligé de l'employer, mais en tout cas, je ne vois pas du tout ça comme un monsieur avec une barbe blanche. Qu'une conscience universelle existe, on a essayé de définir, d'explorer ou de caresser tout à l'heure ce qu'est la conscience, donc ce courant électrique à l'intérieur d'un ordinateur, par exemple, même si c'est très difficile à toucher.
Eh bien, cette chose-là, originellement, cette grande conscience universelle voulait faire l'expérience d'elle-même. Eh bien, l'idée, c'était qu'elle était obligée de se séparer d'elle-même pour faire l'expérience d'elle-même. L'œil ne peut pas se voir. Et donc, une phrase que j'aime beaucoup et qui peut exprimer une perspective de ce que nous sommes en train de vivre, c'est une phrase d'Alan Watts qui dit « La grande erreur de l'homme, c'est de prendre au sérieux ce que les dieux ont fait pour rire ou pour s'amuser. » Une citation qui dirige ma vie, « Le vivant, la nature, favorise ceux qui permettent sa propagation. » Le monde animal, le monde végétal vit en symbiose. Et on se rend compte en fait que nous, dans notre société, dans notre culture, eh bien on s'entasse et puis on se sépare de la nature et du vivant à travers des couches de béton, à travers des carrières, à travers des narrations, à travers des obligations sociales. Et on a coupé le contact essentiel avec ce que nous sommes. Nous sommes quand on regarde chez les sociétés primitives, le mot nature n'existe pas. Le simple fait de nommer la nature ou de nommer le vivant implique le fait qu'on se sépare. Et donc déjà là, on est dans une schizophrénie collective. Alors que la nature et le vivant, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Et on rase des forêts pour en faire des parkings et des centres commerciaux. Et pour moi, personnellement, ça ressemble à une pathologie collective. Et donc notre civilisation souffre de bien des maux qui sont tout simplement le symptôme de nous séparer de ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire la vie, le vivant. Voilà, et puis dernière diapo, je termine avec une recommandation pour les curieux. Pour ceux qui sont abonnés à Netflix, il existe un documentaire absolument fabuleux qui s'appelle « Voyage aux confins de l'esprit ». Et j'aime beaucoup le livre « L'éveil psychédélique » d'Olivier Chambon. Merci. Alors, je vais répéter la question pour que tout le monde l'entende. La question c'est, faites-vous une différence entre ego et amour propre ? En fait, le problème avec le réductionnisme dans lequel on est, ce qui est important pour ceux qui dirigent une société et qui doivent maintenir un ordre public, c'est de maintenir les gens dans l'ignorance. Donc on va utiliser des termes et on va oublier de les granulariser. Et donc l'ego, eh bien, ça devient un terme fourre-tout. C'est comme le mot drogue, c'est un terme fourre-tout. Et en fait, à l'intérieur du mot drogue, il y a des choses extrêmement intéressantes et il y a des choses extrêmement dangereuses. Et bien dans le mot ego, on peut définir l'ego d'un point de vue scientifique, d'un point de vue psychiatrique, d'un point de vue culturel, d'un point de vue social. Et donc on a un vrai manque de nuances dans le terme de l'ego. Donc c'est déjà un terme qui est très difficile à définir. Et donc, je ne pourrais que répéter, pour essayer de répondre à ça, ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je ne sais pas vraiment ce que c'est l'ego, donc j'en donne une tentative de définition. L'ego, c'est l'interface, c'est un programme qui nous permet de dire « je suis ». Et je ne suis pas toi, je suis moi, je suis individu. Si l'ego disparaît, et c'est le cas dans certaines pathologies, si l'ego disparaît, je suis confondu au monde, il n'y a plus le sens du moi. Je n'ai plus le sens de mon corps, je n'ai plus le sens de mon identité, et on finit en hôpital psychiatrique. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous traite dans cette société-là. Dans d'autres sociétés, on devient chaman, ou sorcier, ou thérapeute, ou guérisseur. Eh bien, l'ego, dans ma tentative d'approche, ma tentative de définition, c'est cette chose qui me fait dire « je suis », et c'est cette chose qui m'équilibre et qui me permet de fonctionner en société. Et, quelque part, ça se rapproche. Si on le définit comme ça se rapproche de l'amour-propre, parce que l'ego me permet de mettre des limites. Mon ego, c'est ce qui m'a permis, par exemple, de quitter cette carrière qui était très mauvaise pour ma santé. C'est l'ego, chez certaines personnes, c'est ce qui nous permet de sortir d'un couple où on se fait maltraiter, ou de sortir d'un environnement familial délétère. Alors, dans des milieux spirituels, on va dire, il a trop d'ego. Ça arrive, oui. Par rapport aux EMI, il y a donc des retours scientifiques qui diraient que, où que ce soit l'endroit où on se trouve sur la planète, on a beaucoup de points communs dans ces EMI. Est-ce qu'on peut parler
du même parallèle, mais dans ce qui va concerner cette fois les expériences chamaniques. C'est-à-dire, par exemple, les visions chamaniques. Je pense par exemple à des visions très particulières qui sont liées à des pays, voire des continents comme l'Amérique du Sud. Et la question que je me posais, c'est est-ce que des praticiens, des chamans de Sibérie vont retrouver les mêmes, comment est-ce qu'on peut peut-être appeler ça, les mêmes archétypes dans les visions qu'ils auront? Oui, alors je vais prendre un peu de temps pour répondre à ça parce que c'est passionnant. Et je vais essayer de vous montrer une image qui va en partie répondre à cette question. Quand tu parles d'EMI, c'est expérience de mort imminente. Et donc, dans certaines études, on se rend compte qu'il y a une transculturalité et une transversalité, une universalité du contenu phénoménologique de l'expérience de mort imminente. Même Jérôme Bosch écrit en fait un tunnel de lumière avec des anges. Je ne sais pas si les anges existent, ce qui est quand même fabuleux, c'est que ça fait 2000 ans que dès qu'on parle d'au-delà ou d'autres dimensions, on décrit des êtres qui volent avec ou sans ailes. Donc il y a quand même un phénomène qui est transculturel. Je ne dis pas que ça existe, ce n'est pas mon propos ici, je dis juste qu'il y a assez de similarités pour qu'on puisse s'interroger sur l'existence d'une autre dimension qui, selon les états, ressort phénoménologiquement, c'est-à-dire un contenu expérientiel qui est très étonnamment similaire. Et c'est le cas aussi pour le chamanisme. Donc, on a des symboles qui reviennent. Donc, les préhistoriens et les anthropologues qui étudient ce qu'on appelle l'art pariétal, c'est-à-dire les dessins qui sont sur les grottes. Alors, le premier dessin, vous ne le voyez peut-être pas, il date de moins 36 000 et il est en Espagne. Le deuxième dessin au milieu, il date de moins 40 000 et il est en Australie. Et le troisième, il date de moins 3 000 et il est au Canada. Et on remarque qu'il y a une similarité pour le moins étrange, c'est-à-dire que dans l'art pariétal, quand on voit des bœufs ou des élans ou des rhinocéros, on ne s'interroge pas sur la réalité. On sait que c'est réel parce que s'ils les ont vus, ils les ont dessinés. Et par contre, là, on s'interroge, c'est quoi ces trucs avec des antennes? Et donc, les spécialistes considèrent que cette chose-là, ce dessin-là, c'est des tentatives de consignation, de reproduction d'expériences transcendantes. Et puis, posez-vous la question, si vous deviez décrire, si vous deviez dessiner un état dans lequel votre esprit est très large et vous captez tout plein de choses, mais je ne pense pas qu'on le dessinerait autrement. Donc voilà, ça c'est un exemple, 3 époques différentes, 3 endroits du globe, dans une expérience transcendante. C'est Olivier Chambon qui a essayé de cartographier l'expérience psychédélique ou l'expérience transcendante. Sur une expérience dite faible, on va accéder à son inconscient personnel. Je vous rassure, on fait tous ici, tous sans exception, des états modifiés de conscience. Mais c'est le rêve. Là, on est tous en train de délirer toutes les nuits, quand on regarde parfois le contenu de nos rêves. Eh bien, sur une expérience psychédélique, un état élargi de conscience léger, on va avoir accès à un contenu inconscient personnel. Sur des états forts ou intermédiaires, on va rencontrer des choses et on ne comprend pas pourquoi. On a ces visions dans certaines expériences chamaniques ou psychédéliques de choses qui ne nous appartiennent pas. Eh bien, Jung nous explique que ce sont des archétypes, ce sont des symboles qui n'appartiennent pas à notre biographie ou notre expérience personnelle, mais qui appartiennent davantage à notre clan, notre race, notre culture, et on est dans du collectif. Et sur une expérience que Olivier Chambon appelle de niveau 3, on va avoir accès à des figures ou des représentations dites divines ou créatrices ou transcendantales. Et voilà, donc on voit vraiment qu'il y a une universalité dans les états modifiés de conscience. Votre question, elle suggère que, en fait, elle élargit la notion du jeu et du moi. Parce que pour moi, par exemple, le moi, c'est celui qui fait cette expérience incarnée. Et si quelque chose fait l'expérience en même temps, ce n'est pas vraiment moi, c'est peut-être autre chose. Ça me fait penser à quelque chose qui vous plaira peut-être. Dans la narration New Age, il y a, des fois on dit « mon âme ».
Mon âme a choisi de venir ici, ou quand je serai mort, mon âme. En fait, on peut observer ici une tentative de l'ego de survivre à lui-même. Et donc j'aime bien cette phrase, j'ai écrit cette phrase qui dit « La somme totale des âmes dans l'univers est égale à 1 ». En fait, mon âme est un contresens égotique. C'est-à-dire quand ce corps va pourrir, quelque chose va en sortir, une forme de conscience, mais ça va toujours être moi. C'est super important, c'est moi. Et donc, je ne suis pas sûr, en tout cas dans mon expérience, il n'y a pas mon âme. Il y a l'âme que je vais rejoindre et dans laquelle je vais me dissoudre lorsque ce corps pourrira. Mais dire mon âme et que mon âme va faire des choix d'incarnation, c'est une narration avec laquelle j'aime bien garder des distances. Quand j'entends le mot quantique, je me rappelle le physicien qui a inventé ce mot et qui dit « quiconque croit comprendre le monde quantique n'a rien compris ». Donc j'évite d'employer ce mot parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne suis pas physicien, et quand j'imagine que les physiciens quantiques eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe, en fin de compte, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on vit actuellement depuis de longues années, on essaie de nous empêcher de plus en plus d'aller vers la nature et vers des plans, des choses naturelles qui en fin de compte pourraient nous ouvrir à des perceptions d'amour. Et en fin de compte, j'ai l'impression qu'on nous empêche d'aller vers cette possibilité. Je ne sais pas. Je vais répondre de manière assez courte. Je pense qu'on arrive tous à percevoir le fait qu'il faut produire. Parce qu'en fait, la grande doctrine, c'est la croissance. Il faut produire plus. Donc il faut consommer et il faut produire. Et il arrive quelque chose, je ne sais pas qui l'a vécu aujourd'hui, qui l'a vécu ici, mais quand on est en contact avec la nature, coupé des réseaux sociaux, voire même coupé de technologie, eh bien il se passe quelque chose pendant suffisamment de temps, quand on ne mange pas trop de choses qui alourdissent le corps, mais qu'on commence à avoir une alimentation un petit peu choisie, un peu légère, et qu'on n'éteint pas nos émotions avec cet outil qu'est la nourriture, eh bien il se passe quelque chose, on se rend compte que les symptômes de la dépression disparaissent un peu, qu'on se rend compte au bout de quelques jours que finalement on n'a pas besoin de télé, on n'a pas besoin de connexion internet. Et donc qu'est-ce qui peut arriver si on force un petit peu le trait ou si on tourne le volume de la nature un petit peu, que tout ça on n'en a pas vraiment besoin, et donc il se passe ce qu'on appelle une émancipation, où on se rend compte peut-être que tout est présent dans la nature. Et donc c'est pas souhaitable, franchement, ça ne contribue pas à l'ordre public, et l'immersion dans la nature ne sert pas le projet capitaliste. Je vais essayer de rester bref. Ça fait 20 ans que les études sur les psychédéliques pullulent. Donc on découvre les bienfaits thérapeutiques de ces drogues interdites, parce que dans le mot drogue, il y a effectivement des choses très dangereuses, héroïne, cocaïne, etc. Mais quand on a interdit toutes ces drogues en 1971, on a interdit également toutes celles qui avaient des effets profondément thérapeutiques et des effets sur l'élargissement de la conscience. Donc ça fait maintenant au moins une dizaine d'années que les études scientifiques sont en train de prouver les effets positifs des champignons à psilocybine, du LSD, de la MDMA sur plusieurs pathologies. Il y a une molécule, par exemple, qui s'appelle la DMT, qu'on retrouve dans l'ayahuasca, et qui est un des seuls psychédéliques, donc une des seules drogues que notre corps produit, ce qu'on appelle une drogue endogène, qui est produite par notre glande pinéale et nos poumons, suite à des exercices de respiration dont on nous parle depuis des centaines d'années. Eh bien, cette drogue-là donne lieu à des expériences d'état modifié de conscience, et puis la science essaye d'avoir une approche phénoménologique du contenu expérientiel de ces états modifiés de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans 80% des cas, donc c'est des études très sérieuses qui sont à disposition de tout le monde, vous tapez Google Scholar et puis vous avez accès à toutes ces études. Dans 80% des cas, il y a la rencontre avec des êtres. Mais comment est-ce qu'on va déterminer ce que sont ces êtres?
Eh bien, ça va dépendre de notre cadre culturel. Donc, il y a 2000 ans, on parlait d'anges et de démons. Aujourd'hui, on parle d'extraterrestres parce qu'on est nourri à une culture, des films de science-fiction, etc. Et donc, quand on parle de transversalité, eh bien, le fait de croiser des êtres qui nous enseignent quelque chose ou qui nous mettent en garde sur quelque chose est un phénomène qui a lieu depuis des milliers d'années, depuis que l'homme est en mesure d'écrire. On a le témoignage de ces rencontres-là, à travers des expériences de mort imminente, à travers la gestion psychédélique, à travers des méditations, à travers des séances de transe ou tambour chamanique. Par contre, la manière de les interpréter va être profondément influencée par notre substrat culturel et par ce dans quoi on baigne. Et puis aujourd'hui, effectivement, on baigne dans une culture cinématographique qui nous explique qu'on va être envahi par des extraterrestres. Alors ça, c'est super pratique, parce que l'ennemi vient de l'extérieur, et donc forcément, ça va nous permettre de nous protéger et surtout de nous diviser. Donc voilà ce que je peux dire à ce sujet. J'en sais pas grand-chose.